Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de Vivre en Ville sur le potentiel à saisir du côté du Middle Missing Housing. Merci de vous joindre à nous ce midi. On se laisse encore quelques instants. Les gens continuent de se connecter, mais comme j'ai quelques consignes d'usage, je débute sans attendre. Mon nom est Catherine Craig-Saint-Louis et c'est moi qui serai votre hôte aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, je débute avec quelques consignes d'usage. Vos caméras et vos micros sont fermés en tant que participants tout au long du panel. On vous invite à utiliser l'outil Converser de Zoom, l'outil de discussion pour nous faire part de toutes vos questions ou tous vos commentaires. On va les partager aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Puis pour accéder à cet outil, là, il suffit de survoler le bas de votre fenêtre Zoom, puis de choisir l'outil Converser, qui est une petite icône avec une bulle de BD. Donc, pour tout problème technique lié à la plateforme, par exemple, si vous venez être déconnecté, vous pouvez nous écrire par courriel à l'adresse événement@vivre-en-ville.org sans accent au singulier, événement@vivre-en-ville.org. Mes collègues pourront partager cette adresse dans l'outil Converser dans un instant. Avant de débuter plus formellement, le webinaire d'aujourd'hui est présenté grâce au soutien financier de la Société d'habitation du Québec via son programme d'appui au développement de l'industrie québécoise de l'habitation. Et nous remercions également Hydro-Québec qui est partenaire de notre programmation annuelle. Je passerai sans attendre la parole à Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, pour un mot plus formel d'introduction. Christian, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent, de prendre une partie de votre heure de lunch pour venir écouter quelques réflexions de panélistes et de Vivre en Ville sur la question du Missing Middle Housing qui va être approfondie un peu plus tard. On est très content d'ailleurs de la réception là, de la thématique qui peut paraître pointue, mais près de 400 personnes qui se sont inscrites là, d'avance. Je vois le compteur monter. Donc, content de voir que ça intéresse parce que c'est nos webinaires, l'ensemble de notre programmation a du sens uniquement si ça intéresse des gens. Donc, très content de voir ça. De manière générale, le thème de l'habitation et de la densification sont au cœur et à la jonction de nombreux enjeux, qu'il s'agisse de la crise d'habitation, de freiner l'étalement urbain, d'offrir une clientèle suffisante aux commerces et aux services de proximité, aux services de transport en commun, mais également une question d'équité pour offrir suffisamment de logements pour tous. C'est vraiment un enjeu qui a monté dans les dernières années, que Vivre en Ville s'est toujours préoccupé, mais se préoccupe de manière plus pointue sur de différentes manières. Aujourd'hui, c'est sur la manière sur comment augmenter l'offre, notamment à travers la densification. Donc, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'accroître et diversifier l'offre résidentielle pour mettre en place un écosystème de l'habitation plus durable, plus abordable, plus équitable. Il faut finalement résoudre la quadrature du cercle d'offrir. Parce que si les prix augmentent autant actuellement, si les gens ont autant de difficultés à se loger, c'est tout simplement parce qu'on est dans un déficit d'offres de logement, d'offres de tout type de logement, privé, social, mais il faut le faire en réduisant notre impact environnemental, en réduisant nos GES. Donc, il y a cette quadrature-là du cercle qu'on tente de résoudre. Pour nous, il y a quelque chose à aller approfondir du côté du concept de Missing Middle Housing, populaire dans le monde anglophone. Pour ne pas trouver encore l'expression aussi parlante, on est ouvert à vos propositions. Ce concept qui parle de combler le vide qui existe entre l'offre résidentielle qui est un peu caricaturale, mais qu'on voit essentiellement, qui existe entre finalement la maison unifamiliale et la tour. C'est notamment pour répondre à certains, à une offre, une demande diversifiée, notamment au niveau de la classe moyenne, hein, qui est aussi la classe moyenne, donc qui est aussi le middle. Ce vide-là, on le constate beaucoup en Amérique du Nord, particulièrement, une forme urbaine qu'on retrouve beaucoup plus en Europe. Et elle a l'avantage, elle parle beaucoup aux gens, parce qu'elle a l'avantage, finalement, d'être perçue comme un juste milieu
un juste milieu entre la banlieue pavillonnaire qui s'étale, qui s'éparpille toujours plus loin, mais également, il y a un juste milieu par rapport au quartier de Tours qui souvent résonne mal dans la population. À vivre en ville, on n'est pas contre les tours, mais on se rend bien compte qu'il y a une limite à cette offre-là et qu'il y a probablement des formes différentes de densité qui sont à pousser. Particulièrement en milieu davantage de banlieue, banlieue en transformation, banlieue en densification, et où ben, les coûts fonciers pourraient recevoir probablement ce genre d'offres-là. Donc, c'est pour ça qu'on se penche beaucoup sur ce concept-là et comment faire en sorte qu'il atterrisse. Puis il s'en fait du excusez-moi, missing middle housing, mais souvent dans des formes urbaines moins intéressantes, souvent très dépendantes du stationnement de surface. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sous-couches. J'espère que le webinaire d'aujourd'hui va donner un certain nombre de réponses, va contribuer à vous faire réfléchir, à nous faire réfléchir. Mais nous, on est persuadés qu'il s'agit là d'une porte qu'il faut prendre pour accélérer la densification de nos milieux de vie qui est nécessaire pour assurer des milieux de vie complets, des milieux de vie résilients, durables, qui offrent aussi une excellente qualité de vie acceptable pour tous. Donc, je vous souhaite un bon webinaire, puis une bonne heure du midi avec nous. Merci tout le monde. Merci Christian. Je vais arrêter le partage d'écran de mon côté parce que je vais vous présenter maintenant ma collègue Alejandra de la Cruz-Boulian, qui est coordonnatrice conseil et accompagnement et qui est titulaire d'une maîtrise professionnelle en architecture ainsi que d'une maîtrise en design urbain. Elle est au sein de l'équipe de Vivre en Ville depuis 2013 et elle a participé à l'élaboration de plusieurs publications. Elle contribue également au mandat de conseil d'accompagnement au service de nombreuses municipalités. Alejandra s'intéresse plus particulièrement au thème de la consolidation et de la requalification urbaine, aux outils politiques municipaux qui les encadrent ainsi qu'aux enjeux d'acceptabilité sociale. Ali, à toi la parole. Est-ce que je t'entends? Pas encore. OK, je crois qu'on y est. Absolument. Oui. Tout le monde voit la présentation? Oui. Super, merci beaucoup. On a de la misère à voir des fois nous-mêmes ce qui se passe quand on parle. Merci beaucoup, Catherine, pour ce mot d'introduction. Donc, mon rôle aujourd'hui au travers de ce webinaire, ça va vraiment être de mettre la table, de faire un tour de c'est quoi la définition de Missing Middle Housing, pourquoi ça nous intéresse particulièrement vivre en ville. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en contexte québécois? Parce que c'est un concept, comme le dit Christian, qui est très utilisé dans le monde anglophone parce que ça illustre une réalité qui est présente dans beaucoup, beaucoup de villes nord-américaines. Là, j'ai mis un des pires contrastes qu'on voit, mais on le trouve autant dans des petites villes à leur échelle que dans des grandes villes, au Canada et aux États-Unis. Donc là, j'ai illustré un cas de Toronto. Où est-ce que, dans le fond, dans beaucoup de villes nord-américaines, il y a un zonage vraiment contrasté qui a été mis en place pour protéger les quartiers de maisons isolés. Mais qui, là où c'est particulièrement pertinent de mettre de la densité, par exemple, autour de stations de métro, dans un centre-ville, dans des nouveaux quartiers sur lesquels on veut miser sur cette densité-là, bien, les villes permettent une super forte densité, mais au milieu d'une marée de maisons isolées, finalement. Donc, ce phénomène-là est assez présent dans le reste de l'Amérique du Nord, un peu moins au Québec. On va voir pour nous plus de quoi ça a l'air. Mais justement, entre ces deux réalités-là vraiment contrastées, puis dans ce cas-là, c'est vraiment ça, les tours et la maison individuelle, bien, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas beaucoup d'options, finalement, quand on est à la recherche d'un logement ou d'une façon d'habiter. Donc, quand on voit des réalités comme ça, c'est pas surprenant que le concept de Missing Middle Housing soit devenu vraiment populaire dans le monde anglophone, puisque c'est assez courant, cette réalité-là. Puis cette idée de Missing Middle,
elle permettait de venir nommer, mais aussi d'illustrer, parce que cette illustration-là est très parlante, puis je pense que ça fait la moitié de la popularité de l'expression du Missing Middle Housing. Parce que ça met vraiment une lunette sur une lacune super importante. Le fait que le zonage qui est en place ne nous permet pas d'offrir de réels choix en matière d'habitation. Il pourrait y avoir probablement une demande pour autre chose, mais la réglementation en place fait que bien souvent, on n'est même pas capable d'offrir ce choix-là. Alors que dans les faits, bien, il y aurait plein de façons de créer une diversité en passant par des typologies résidentielles puis des formes bâties assez variées, en passant par les maisons arrangées superposées, les maisons sur cour, les plex, les immeubles multilogements qui peuvent être petits ou gros, puis plein de formes différentes. Donc, quand on parle de Missing Middle Housing, moi, j'aime bien mettre l'accent sur l'idée de diversité et l'idée de moyenne densité qui sont derrière ce concept-là. Puis généralement, on s'en sert aussi pour parler de construction en contexte de densification, mais que ce ne soit pas exclusivement le cas, mais généralement, on s'en sert dans ce contexte-là. Donc, derrière ce concept-là de missing middle housing, il y a les deux mots-clés importants. On sait qu'on parle d'habitation, mais bon, il y a le missing, absent, et le middle, le milieu, l'entre-deux. Puis ces éléments-là, moi, je les trouve particulièrement intéressants en tant que lunettes pour observer ce qui manque dans l'écosystème résidentiel, puis réussir à offrir du choix, parce que c'est vraiment ça la mission. Sur quels aspects il y a un vide à combler dans l'écosystème résidentiel? Où est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver? Puis pour nous, la notion de diversité était assez centrale dans ces questions-là. Vivre en ville, on propose d'élargir un petit peu. Quand on réfléchit à la question de missing middle housing, c'est sûr que la question de la forme puis de la typologie reste vraiment centrale. Mais on aimerait aussi proposer de garder la lunette de qu'est-ce qui nous manque pour offrir de réels choix, pour combler les lacunes, notamment en matière de type et de forme, mais aussi en termes de caractéristiques des habitations. Sont comment ces logements-là, ils répondent à quels besoins, ils ressemblent à quoi? C'est quoi les caractéristiques des milieux de vie aussi? Parce que, comme l'a dit Christian, des fois, on fait de la densité, mais je vais faire ça court, là, puis dire la densité sans urbanité, avec des gros guillemets, là. Mais les milieux qu'on crée maintenant, souvent, on crée des nouveaux quartiers, disons, de densité moyenne, mais toujours sans service, encore de la suburbanisation, mais de plus forte densité. Fait qu'il y a encore un paradigme là, par rapport à notre façon de concevoir ces milieux-là, puis on n'a pas de richesse dans ces caractéristiques-là des milieux de vie, puis de choix tant que ça. Il y a aussi la question de prix qui est centrale, là, notamment dans le contexte, bien, je pense que nos panélistes risquent de nous parler de ça. Entre autres aussi, là, ça coûte de plus en plus cher offrir des habitations. Puis il y a la question des modes de tenure aussi que j'aime bien rappeler. Est-ce qu'on peut sortir du paradigme peut-être d'acheter une maison, louer un appart? Ça aussi, ça fait partie du manque de choix, réel ou perçu des fois. Hein, il y a les deux côtés de la médaille. Mais pour nous, quand on pense à cette diversité-là, la forme est importante, puis je vais vous en dire un petit mot sur pourquoi c'est si important, mais il y a aussi d'autres aspects qu'on peut prendre en compte dans cette question de missing middle, ce qui nous manque au centre pour un écosystème qui soit vraiment riche, qui supporte les besoins de différents pans de population. Donc, au Québec, c'est quoi la situation? Il y a vraiment plus de diversité puis moins de contraste. On est chanceux sur ce plan-là. Bien chanceux, on a fait notre propre chance. On a des réglementations quand même un peu moins contraignantes que dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc, on est un peu mieux parti sur ce plan-là. On a plus de densité moyenne, notamment grâce au Plex. Souvent, quand d'autres Canadiens, surtout des Américains, vont à Montréal, ils sont comme « Oh, il y a de la densité différente. Ici, c'est des quartiers de Plex. » Pour nous, ça semble super ordinaire, mais ce n'est pas si généralisé que ça ailleurs. Donc, nous, on a déjà ce bon point de départ-là avec des quartiers de Plex, dans les quartiers centraux, dans les grandes villes et moyennes, on en a un peu partout, puis même aussi dans les noyaux villageois, il y a toujours quelques duplex, triplex qui jouent ce rôle-là d'offrir des habitations qui sont en dehors de la maison unifamiliale isolée. Puis dans la dernière décennie, bien, on voit aussi se construire plus de nouveaux quartiers avec des jumelés, des petits multilogements, mais ça vient généralement en grappe. Donc, nous, on a plus de diversité, mais cette diversité-là est surtout vraie à grande échelle et dans les plus grandes villes. Elle est par contre moins présente à l'intérieur même d'un quartier ou d'un village. Il y a aussi peu de choix en matière de milieu de vie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la question de densité versus urbanité. Quel type de milieu on peut choisir? Est-ce qu'il faut que ça soit
des maisons en banlieue puis des apparts en ville. Bon, là, maintenant, c'est un peu plus nuancé que ça, heureusement. Mais il y a encore ces deux pôles-là, puis surtout, dans l'esprit des gens, il y a encore ces deux pôles-là. Puis je voudrais quand même, tu sais, pas en parler longtemps, mais une petite parenthèse, là, la question du missing middle housing au Québec, au début, quand ça nous a intéressés, du moins moi, j'avais quand même l'impression qu'il manquait un peu plus de cette densité moyenne. Puis en regardant c'est quoi les statistiques de construction, on sait qu'il y en a de plus en plus. Mais en fait, le bug, c'est oui, sur le terrain, il en manque, mais surtout, il en manque dans nos esprits. Parce que la maison isolée, ça reste le rêve de la majorité, alors qu'on en construit de moins en moins. Donc, la discussion sur le missing middle housing, elle peut aussi porter sur ça, tu sais, finalement. Comment est-ce qu'on réussit à rendre visible et attrayante cette moyenne densité-là pour pas que ça reste une exception, disons, pour les gens qui rêvent de vivre dans ces types d'habitations-là. Donc, je parle de beaucoup de choses en matière de diversité, mais une raison pour laquelle on s'attarde quand même beaucoup à cette idée de diversité dans la moyenne densité et qu'on revient à cette idée de moyenne densité. C'est que ces formes-là bâties, cette diversité-là de moyenne densité, elle nous permet de saisir, elle nous permettrait de saisir plusieurs potentiels pour réussir à répondre à des enjeux qui sont à la fois individuels et collectifs, trouver un logement qui nous plaît, qui nous convient, dans un quartier qui nous intéresse et qui répond à nos besoins, mais aussi pour travailler sur différents enjeux que Christian a mentionné en début de rencontre. Tu sais, accroître l'offre résidentielle, diversifier pour que les gens puissent trouver des réponses à leurs besoins, limiter l'étalement. Il y a plein de défis qui viennent autour de ça, là. Donc, la moyenne densité, pour nous, c'est un outil intéressant pour avoir des formes plus faciles à insérer dans des milieux de vie existants de faible densité qu'on densifie. Donc, c'est généralement au bénéfice d'une plus grande acceptabilité. C'est aussi plus proche des points de repère culturels d'une grande proportion de la population qui a grandi dans une maison isolée. Donc, c'est plus difficile de s'imaginer dans quelque chose d'autre. Puis, c'est aussi plus facile d'y intégrer des caractéristiques que les gens recherchent dans ces habitations-là, dans la maison isolée, tu sais. Quand on parle aussi, mettons, en comparaison à la maison individuelle et les constructions de grande hauteur, le range du missing middle housing, il offre une meilleure empreinte carbone pour différentes raisons, là. Vous irez voir un article qu'on a publié sur Carrefour. Il donne une référence là, avec des lectures super intéressantes de pourquoi il y a une super bonne empreinte carbone sur ce type de densité-là. Puis il y a aussi un intérêt du côté de la simplicité et de la rapidité de construction. Dans l'entretien aussi, une fois que c'est les propriétaires ou les locataires qui sont là, et dans la reconversion éventuellement. C'est beaucoup plus difficile de réimaginer qu'est-ce qu'on fait avec une grande tour, par exemple, qu'avec un bâtiment de densité moyenne. Donc, il y a quand même un intérêt, si on construisait plus de missing middle housing, plus de densité moyenne, s'il y avait moins d'obstacles, nos panélistes vont nous en parler, mais s'il y avait moins d'obstacles, on pourrait peut-être en construire plus vite, puis accroître l'offre et la diversifier de façon quand même efficace. Mais pour ça, justement, il y a plein de raisons de se pencher sur cette échelle-là de construction, plein de potentiel, mais il y a aussi plusieurs défis pour y arriver. Donc, moi, je n'aborderai pas ça. Je vais vraiment laisser nos invités nous parler de cet aspect-là et comment eux, dans leur pratique, ils font pour relever ces obstacles-là. Alors, je vais cesser mon partage et je vais vous céder la parole. Catherine. Merci beaucoup, Alice. Ça met très bien la table. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'outil de discussion, les participants ont déjà commencé à nous partager leurs suggestions et leurs réflexions sur le vocabulaire qu'on pourra utiliser en français. Je vous laisse en prendre connaissance, mais c'est maintenant le temps de nous tourner vers le panel qu'on a réuni aujourd'hui. Je commence par vous faire les 3 présentations brièvement, puis ensuite, je vous céderai la parole chacune votre tour, là, chers panélistes. Donc, on accueillera d'abord Bruno Verge, qui est architecte senior associé chez Boone. Il est intéressé autant par le côté créatif que constructif de l'architecture. Il mène des réalisations contemporaines intégrées dans le paysage ou le contexte environnant. Depuis 16 ans, il se consacre exclusivement à des projets écologiques. Il excelle autant dans la conception des bâtiments passifs que dans l'intégration de technologies vertes à ces bâtiments pour les rendre hyper performants. Plusieurs de ces projets ont d'ailleurs obtenu des certifications LEED ou des reconnaissances comme les prix Sécobois, les mérites d'architecture de la Ville de Québec et les durabilistes du Conseil du bâtiment durable du Québec. Ensuite, on entendra Mathieu Jean-Marie, qui est président et directeur du développement chez Construction Villane. Son leitmotiv est de bâtir le futur tout en respectant l'ADN du secteur où ces projets s'implantent. Il est nécessaire pour lui de restaurer l'âme d'un site ou d'en créer une nouvelle et de veiller au développement responsable du patrimoine de demain. Ceci passe par une forte volonté de faire la différence, de faire des projets uniques qui répondent aux besoins de la communauté.
Villan Construction a construit plusieurs projets d'habitation de densité moyenne, notamment à Terrebonne où Mathieu a grandi. Et la dernière, mais non la moindre, on entendra Annick Malderis, qui est architecte senior associée et directrice de projet chez Haddock Architectes. La firme se démarque dans la manière de contextualiser ses projets. Chacun d'entre eux est unique et spécialement conçu selon les enjeux et opportunités propres à sa localisation. Au cours des 10 dernières années, Annick a développé une forte expertise dans le secteur résidentiel, public et privé à Montréal, Québec ou encore Gatineau. Ces différents projets lui ont permis d'explorer le potentiel qu'offrent les projets de densité moyenne ainsi que les limites auxquelles les concepteurs sont confrontés. Alors Bruno, tu serais le premier à qui je cède la parole si tu veux ouvrir ton micro et partager ton écran. Merci, c'est bien gentil, Catherine. Alors, voici, est-ce que le partage a bien commencé? Je te confirme qu'on voit bien et que je t'entends bien. C'est à toi. Super. Alors, merci aux gens de Rive-en-Ville de cette invitation. Bien content d'être ici. Puis, on va pour faire le tour de cette question, qui forcément est au cœur de notre pratique. Puis vous allez voir. Puis moi, je me suis proposé d'avoir un fil de discussion aujourd'hui avec vous où je suis je vais dans une narration très simple où je vais vous illustrer différents projets qu'on a faits, puis comment justement ça fait partie du Missing Middle Housing, ces différents projets-là, mais vraiment, j'y vais dans un ordre chronologique de densité, donc du moins dense au plus dense. Fait que pour démontrer une diversité de projets. Puis ben, après ça, à travers tout ça, il y a des points communs que je noterai, malgré les différences de densité. Puis, ben c'est ça. Fait que je pense que ça va alimenter les réflexions de tous les participants. Je l'espère bien. Petit d'abord, mise en contexte. Et puis là, ben c'est ça. Donc, on parlait beaucoup de qualité. Pour la première ligne, il faut lire qualité versus quantité. Alejandra en a bien parlé, mais donc c'est l'incompréhension de la palette des possibilités du côté de certaines municipalités, certaines municipalités, mais certaines sont déjà très ouvertes. Puis mais pour plusieurs des projets que je vais vous montrer, il faut comprendre qu'on a souvent été en demande de dérogation sur certains points. Fait que c'est pas encore tout à fait pour moi très très fluide. Et puis, ben là, l'image que j'ai mis là, c'est drôle parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on discute de ce panel-là. Puis, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'étais au Greenbuild à Washington, qui est une foire d'architecture écologique annuelle. Et puis, je suis allé visiter un bâtiment et à côté, il y avait ce quartier-là en développement. Je suis désolé, la qualité de la photo est horrible parce que ça a été pris avec mon iPhone un jour de nuageux, mais c'est que j'étais juste comme, OK, ça illustre tellement une densité. Il y avait une photo tantôt de Toronto, mais là, il faut imaginer que la photo, ce que je tentais de capturer, c'était cette espèce d'immense bloc d'habitation, de bâtiments de 15 étages. Ils sont tous pactés les uns sur les autres et ils n'ont qu'un petit espace de rue. Les façades de rayonnement ont dû être gérées là, au poil pour pouvoir permettre d'avoir toute cette fenestration. Ils sont vraiment comme, ils ont 15 étages, mais ils ont peut-être 25-30 mètres seulement entre chacun des bâtiments et c'est pacté comme ça, super dense. C'est une ancienne friche industrielle de Washington, juste à côté de la rivière Topomac. Fait que, pourquoi on en arrive à faire des quartiers comme ça? Puis justement, qu'est-ce qui s'est passé là, pour que ça soit oublié, que les autres options soient oubliées? Parce qu'effectivement, c'est un peu comme Toronto. Si vous avez déjà été à Washington, vous marchez un demi-kilomètre, vous arrivez dans des quartiers avec des maisons unifamiliales fort sympathiques. Mais tu sais, il y a comme vraiment ce clash-là d'échelle. Donc, entre les différents projets. Fait que justement, parlons d'échelle. Comme je vous ai dit, la présentation que je fais, elle est très axée sur l'échelle des différentes possibilités. Puis là, ben, vous allez voir, j'ai plusieurs projets qui c'est des différentes échelles-là, de la bigénération jusqu'au multilogement. Et puis, ben, j'imagine bien que je vais me faire challenger sur le dernier projet que je vais présenter parce que est-ce qu'il est encore dans le Missing Middle Housing ou il sort parce que c'est de la trop densité? Vous saurez me le dire à la période de questions. Juste rapidement, ce qui démarque ou ce qu'on aime faire chez nous, l'architecture, c'est vraiment de faire que chacun des projets, on a considéré un maximum d'ensemble d'éléments qui font des projets, une architecture écologique. Donc, ça va être de l'intégration du site aux énergies renouvelables, à la bioclimatique et tout ça. Donc, on est vraiment dans toutes ces stratégies-là qu'on essaie d'implanter sur chacun des projets. Fait que je n'irai pas très en détail là-dedans, mais sachez que tous ces projets-là, ça a été réfléchi conséquemment.
Pour la présentation, pour vous aider aussi à prendre une idée d'échelle de de chacun des projets, on a fait tout simplement le classique Google Maps, mais à la même échelle. Chacun des Google Maps que vous allez voir dans la présentation, c'est exactement la même dimension de territoire qui est illustrée là-dessus. Donc, ici, vous voyez, premier projet, on est vraiment dans un contexte rural, c'est à Percé. On ne voit pas la baie, mais ils ont une vue extraordinaire, tout ça. Puis c'était un projet vraiment de bigénération. Donc, un client qui voulait construire une résidence, agrandir sa résidence pour recevoir sa mère vieillissante avec des limitations de niveau physique, déplacement, tout ça. Donc, c'est une petite maison typique gaspésienne sur laquelle on vient de mettre un volume bien simple. Et puis, on vient créer un lien entre les deux avec une grande galerie qui va permettre à la dame justement de regarder le paysage, d'être là, puis d'être proche de son fils, puis bon, le balcon et tout ça, fait que ça nous fait un petit projet vraiment bien ficelé où là, on avait vraiment optimisé le logement de la dame pour qu'il soit au minimum en termes de superficie pour qu'il soit constructible parce que les coûts de construction sont importants. Puis ça, ben, juste petite note qui va peut-être intéresser certains, ben c'est un projet qui finalement s'est fait en modulaire. Donc, c'est ça. Puis ça nous a fait une volumétrie un peu plus assez simple, traditionnelle dans les pentes de toit, tout ça, une facture plus contemporaine. Mais donc, les volumétries simples sont en relation avec les volumétries de la maison. Donc, il y a quand même un dialogue entre les deux bâtiments. Les matériaux aussi, un dialogue, mais clairement, on est dans quelque chose de contemporain. Mais donc, ça, on est vraiment dans la densité très douce, puis dans un secteur où il y a peu de densité. Mais c'est une façon intéressante de le permettre parce que si on permet ça, ben là, il y a ce rapport-là qui est possible entre une mère qui reste proche de son fils, qui reste dans son village, peut-être on évite de l'envoyer dans une résidence et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a plein de gains au niveau social pour ce genre de projet-là. Un autre projet où on est en densité aussi, mais là, c'est un peu plus classique, vous me direz. On est à Montréal. Il y avait un duplex qui avait été transformé en unifamilial d'abord quelques années plus tôt. Et puis là, ben, les clients nous rappellent pour faire un ajout d'étage. C'est de la fausse, vous allez me dire, c'est de la fausse densité parce qu'on avait d'abord éliminé un appartement, mais je me plais à dire quand même que d'être en ville, ça a beaucoup moins d'impact et que donc, si on est capable de créer des maisons qui répondent mieux aux besoins des familles, c'est déjà mieux parce que souvent, c'est un 4,5, c'est pas suffisant pour la majorité des familles. Fait que là, d'avoir fait une maison unifamiliale dans un premier temps, c'était déjà euh, permettre à une famille de rester en ville, donc c'est bien. Fait que là, mais cette famille-là voulait rajouter un étage. On avait fait la rénovation des 2 premiers étages et là, on ajoutait un appartement complet par-dessus. Donc, 2 chambres encore avec une très grande chambre pour les enfants, une chambre pour les adultes à l'avant, puis une aire de vie très optimisée, ce qui va profiter de la lumière en arrière qui est sud-ouest, puis du lien avec la rue et l'entrée, tout ça. Fait que, petite insertion très discrète, je vous dirais. En façade, on avait la rénovation qui datait de quelques années avant, puis ben, cet ajout d'étage-là qui vient se faire par-dessus avec un changement de matériaux et tout ça, mais donc puis qui respecte encore une fois le patrimoine existant, ce qui était là, mais on est encore une fois dans un exemple d'intégration douce. Puis là, ben, je m'en vais vers un autre exemple. On augmente un peu la densité, mais on est encore en zone limite entre la ruralité et l'urbanité. Saint-Jean-Port-Joli, c'est un petit village. On n'est pas réputé pour être très dense, évidemment. Puis, ben, il y a, le territoire se développe, il doit y avoir des unités supplémentaires dans ces villages-là, puis parce qu'il y a une crise de logement là aussi. Ben, comment développer? Ben, on a fait une proposition où on a 3 unités au rez-de-chaussée de 2 chambres qu'on voit à gauche, et puis par-dessus lesquelles on a superposé des maisons de ville de 2 étages. Donc là, on est rendu à 3 étages et dans un ensemble qui, lui, ben, offre 9 unités d'habitation avec des dimensions différentes. Les maisons de ville sur 2 étages en 3 chambres, les unités au rez-de-chaussée en 2 chambres. Fait que, on a une diversité de nombre de chambres. Puis, on est, ben, c'est ça. Enfin, là, c'est un bel exemple, je trouve, de missing middle, dans le sens où du 3 étages, c'est vraiment pas typique à Saint-Jean-Port-Joli. Puis
Puis, ben, en fait, je vais mettre l'accent sur un des points communs qui est dans tous les projets que je vous présente, que je trouve intéressant et important, puis là, c'est très personnel, mais tu sais, dans la dichotomie ou la dualité qu'il y avait entre posséder sa maison et être en appartement dont parlait Alejandra ou les autres intervenants, je me rappelle pas, ben, moi, je trouve qu'il y a toujours une relation à l'entrée du logement. Est-ce que tu as directement ta porte dehors ou pas? C'est ça, je trouve que ça fait une petite différence dans être chez soi. Rentrer dans un corridor commun où il y a plein de portes, c'est moins personnel, c'est peut-être moins personnalisable, c'est moins, on se sent peut-être moins chez soi. En tout cas, mais tous les projets que je présente ont tous des portes extérieures individuelles. C'est un add-on que j'ai réalisé par après, en fait, que j'ai réalisé que c'est ça. Je n'avais pas planifié ça, mais c'est comme ça. Un autre projet, puis là, je vais y aller lentement, rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps des autres panélistes. Mais là, on est à Montmagny, donc une ville un peu plus grosse, évidemment, que Saint-Jean-Port-Joli. Mais c'est pas une ville avec la densité de Sherbrooke, Québec ou Montréal. Mais étonnamment, le quartier central de Montmagny, les quartiers centraux sont assez denses. Il y a un vieux Montmagny assez serré, je vous dirais. Puis on avait un petit terrain étroit sur lequel faire une intervention. Et puis on est venu faire un 8 logements. Mais vous voyez à gauche, dans la vignette 0, la parcelle, on a gardé un espace court à l'arrière. On est venu faire un volume sur lequel, au rez-de-chaussée, il y avait quand même du commercial parce que c'est une rue commerciale. L'enjeu de stationnement, donc, qui a été évoqué, je pense, par Christian, qui en est toujours un, ben, on l'a géré en mettant sur pilotis, entre guillemets, les 3 étages, un bâtiment de 3 étages, donc on l'a monté, puis on a créé du stationnement en dessous. Puis, on est venu faire vraiment une cour intérieure où on a créé des coursives que vous voyez en fait qui permettent d'accéder aux différents logements pour avoir un projet finalement qui est un projet où il y a une qualité de lumière parce que les coursives, le bénéfice que ça donne, ben, c'est plus de lumière naturelle pour les bâtiments parce qu'on n'a justement pas le corridor commun. Il y a plus de lumière naturelle pardon, pour les appartements. Et puis, ben c'est ça. Donc, chaque coursive aussi devient un peu le balcon ou la zone que le locataire peut s'approprier. Fait que là, on a comme 6 appartements à l'arrière dans le volume 3 étages, 2 appartements à l'avant par-dessus le rez-de-chaussée qui est commercial. Donc, une mixité d'usage commercial, résidentiel sur un très petit terrain, dans un quartier très dense où les bâtiments à côté ont 1 ou 2 logements. Nous autres, on arrive à 8 logements. Donc, une étape de plus en termes de densité. Un avant-dernier projet d'Orimène, là on est à Québec, dans Saint-Sauveur. Même stratégie, on avait un terrain sur lequel il y avait un duplex, puis il y avait un grand vide aussi à l'arrière, fait qu'on a créé un 16 logements en mettant 2 volumes que vous voyez ici et des coursives qui permettent justement ventilation naturelle et lumière. Puis là, ben, tu sais, on a été en demande de dérogation parce qu'on était une petite affaire plus haut que ce que la réglementation permettait, mais on est dans du 4 étages alors que le tissu urbain autour est du 2 ou 3 étages. Donc, on a forcé un peu la densification. Et puis, un dernier projet, puis c'est lui dont je parlais, que j'étais comme, est-ce que je suis encore dans le missing middle? On est à Granby. Le centre-ville de Granby est en train de se densifier. La ville a des intentions de densification manifestes. Donc là, on vient faire un 35 unités de logement par-dessus un basilaire sur lequel il y a 2 étages de services communautaires. Et puis, ben, ces 35 unités-là sont desservies encore une fois par des coursives pour les mêmes raisons que j'expliquais, des mêmes bénéfices environnementaux. Puis, ben là, on est vraiment comme dans de la plus grande densité, mais encore une fois, très belle qualité d'espace pour chacun de ces logements-là parce que les corps de bâtiment sont très étroits, les appartements sont sur le long, donc les appartements, toutes les pièces vont avoir un bel éclairage naturel, ventilation naturelle et tout ça. Je vais arrêter là pour laisser de la place pour les autres panélistes. Merci Bruno. Puis on pourra sûrement y revenir là, avec certaines questions du public. Mais je me permets déjà de faire une petite précision. Là. Il y a eu une question dans le fil de discussion sur la différence entre le missing middle housing et les bâtiments accessoires. Puis peut-être juste pour la compréhension, je me permettrai à ce point-ci de dire que dans l'acceptation que Vivre en Ville en fait, puis que je pense que Bruno en fait aussi, ça fait partie de ces chaînons manquants-là qui peuvent venir s'ajouter pour compléter tout un éventail là, finalement d'offres en habitation. Fait que Bruno, je te vois acquiescer. Là, je voulais juste faire cette petite précision-là tout de suite pour la compréhension. Et donc, sans attendre, je passerai la parole à Mathieu. Je t'invite à ouvrir ton micro et à partager ton écran.
que vous voyez bien le Oui, partage? c'est super pour moi. Bonjour à tous. Merci à Vivre en Ville pour l'invitation. Là, je suis très heureux de pouvoir vous donner mon point de vue sur le sujet. Moi, mes projets sont surtout à Montréal puis sur la rive nord. Donc, je vais surtout vous parler des enjeux qu'on vit actuellement là, comme promoteur. Écoute, ça rappelle aussi là, Bruno un petit peu certains facteurs. Puis je suis sûr qu'Annick aussi après, là, on va se rejoindre sur quelques points. Présentement, ce qu'on voit, c'est un énorme besoin de changement, là. On est dans un air de changement où on doit revoir l'habitation. On verra pas dans la zone urbaine métropolitaine là, beaucoup de projets là, qui vont voir des maisons, gros bungalows avec des gros terrains. Là. Ce qu'on voit comme développement beaucoup plus, là, c'est de la maison de ville, un peu plus de plex, justement, puis du bâtiment de grande hauteur qui sont en train de pondre un peu partout. On doit voir à de nouvelles phases de concept. Au niveau de la mise en chantier actuellement, on le voit, je pense que les villes le voient, il y a beaucoup moins de permis qui sont demandés. J'ai des amis promoteurs là, qui construisaient 1000 logements par année, puis présentement, tout est sur la glace, là, ils en construisent même pas. Des maisons des promoteurs qui faisaient 200 maisons par année, qui présentement ont de la misère à en vendre 10. Donc, on a plusieurs facteurs actuellement, puis je pense que tout le monde les connaît. Là, on peut y aller rapidement. Là. Les prix des maisons sont élevés, les taux d'intérêt sont hauts, les coûts des matériaux n'ont pas encore assez baissé par rapport à ces facteurs-là. Le coût de la main-d'œuvre est encore élevé, les taxes municipales qui continuent d'augmenter, l'électricité, puis quand on rentre dans un portefeuille familial québécois, on rajoute l'essence, l'épicerie, les loisirs, tout présentement là, est en train d'augmenter puis est en surcharge, puis ça nous amène que la capacité de paiement est moins là. Fait qu'il faut trouver des solutions, puis ça passe par l'analyse des facteurs, ça passe par analyser les déterminants, les besoins, les problèmes sociaux de communauté, les revenus des ménages, puis l'économie. Puis pour ça, ça passe par certaines stratégies qu'on doit mettre en place. On voit déjà au niveau de la densité, dans les axes principaux, donc quand on parle des quartiers là, qui sont dans les axes de transport, les métros, centre-ville, près des commodités, oui, ça doit être densifié, ça doit... on comprend déjà cet enjeu-là au niveau de la crise de l'immobilier, puis je pense que tout le monde a conscience, puis c'est pas un problème actuel quand qui est maintenu dans les espaces centre-ville et les espaces que vraiment c'est les grands axes. Après ça, où est-ce qu'on doit répondre à la définition de Missing Middle Class, c'est justement dans les secteurs qui sont secondaires à ça, qu'on doit être plus sensible, que ça soit puis que ça doit passer par un mode de collaboration. Puis pour moi, ces quartiers-là sont ceux qui sont les quartiers de bungalow, de cottage, de duplex, de triplex qu'on a actuellement à Montréal, comme les banlieues avoisinantes. Puis c'est ces secteurs-là qu'on doit revoir la réglementation, qu'on doit revoir à densifier. Puis je pense que Christian aussi l'a bien expliqué au départ, Alejandra aussi, c'est là qu'on doit trouver des solutions. Puis, pour moi, le mot densifier, quand on veut rajouter 1 à 6 logements, je voyais Bruno, ta présentation, je pense qu'il y avait des duplex à côté, puis tu étais allé à 8 unités. Je pense pas qu'il faut s'en offusquer. Je pense que c'est justement là qu'on s'en va, où ce qu'on doit pouvoir pallier à différents volumes, mais qui est raisonnable dans des secteurs qui sont voués à ça, dans les espaces villages des villes ou dans vraiment les aspects en bordure des axes principaux au niveau du secteur métropolitain. Puis qu'on doit, je donne un exemple de qu'est-ce qu'on voit à l'écran, là. On voit, c'est dans le Vieux-Terrebonne, on voit une vieille bâtisse là, qui a été désuète et modifiée pendant des années, là, où on avait un commercial au rez-de-chaussée puis 2 unités résidentielles en haut. Le bâtiment a été retransformé, requalifié en grande partie avec 3 unités commerciales au rez-de-chaussée de proximité, puis 6 unités en haut en rajoutant la mezzanine, puis en faisant aussi une petite rallonge, puis en revoyant tout le bâtiment au complet. Donc, ça passe aussi par des changements d'habitude, puis des changements, on va dire, de pensée générationnelle. Je pense à Alejandra qui parlait de changer l'esprit des gens. C'est un petit peu ça aussi, là, comment qu'on a été, on va dire, élevé de génération en génération. C'est important d'avoir sa maison, que sa famille, que les enfants, beaucoup de générations ont été élevées comme ça. Je pense qu'on est rendu dans un aspect où l'habitation doit revoir ce concept-là des valeurs à la base directement.
Puis, ben, ça passe par ces zones urbaines-là. Ici, je donne un exemple de plus grande densité, mais quand on parlait des grands axes, ben, c'est un bâtiment qui est industriel dans une zone résidentielle, puis qui est voué à une requalification. Il est arrivé un sinistre, c'est un endroit patrimoine qui avait histoire dans le fond de la ville avec une usine qui a marqué la ville de Terrebonne. On revoit le site dans un site multigénérationnel avec une place publique, avec un incubateur culturel. Donc, il y a certains projets qui doivent voir le jour avec une densité un petit peu plus forte, avec des vocations précises, avec des commerces de proximité. Mais quand on part dans les zones contiguës à ça, ben, c'est là qu'on doit revoir le Missing Middle House. Ici, je donne un exemple d'un projet à Montréal où on avait une bâtisse existante qui était complètement commerciale. Quand on parle de crise du logement, on a besoin, ben, on revoit ce site-là en commercial au rez-de-chaussée de proximité. On met du résidentiel au deuxième, troisième étage en faisant carrément une démolition complète. Puis on rajoute un autre bâtiment dans l'aire de stationnement qui était juste de l'asphalte à côté en faisant même une cour intérieure à même les deux bâtiments. Donc, puis on met des espaces verts sur le toit pour, dans le fond, aussi aider aux îlots de chaleur. Donc, quand on parlait aussi d'éco-responsabilité, c'est de voir les projets sur toutes les zones. Ici, un autre projet aussi qu'on a vu de requalification là, avec un site qui était complètement commercial, où on a rajouté des logements puis on a vu avoir des services commerciaux. Encore une fois, un autre projet qu'on voit à cet endroit-là, où c'était dans le Vieux-Terrebonne, il y avait une maison canadienne qui était carrément pas, on va dire, si on voit le duplex qui est à côté, là, on voit que son facteur architectural ne fitait vraiment pas là, dans le site d'air ancestral. Donc, on l'a même pas démoli. On l'a vraiment récupéré, puis on l'a mis un peu au centre du projet, puis on a fait 5 logements au total. Puis en s'inspirant de l'environnement avec les bâtiments d'à côté pour faire vraiment une intégration là, qui fit bien dans le secteur. Là. Donc, tu sais, on voit qu'on va avoir des défis là, qui sont importants pour la suite. Tu sais, actuellement, les outils qu'on a pour analyser des projets, c'est des outils qui nous amènent quand même dans des délais d'acceptabilité qui sont quand même longs, qui viennent directement affecter la rentabilité du projet. Tu sais, encore les délais de permis, les délais de traitement. On a des outils qui sont les dérogations mineures, les PPC-moi, mais c'est des projets c'est des aliments qu'on n'est jamais sûr d'arriver à aboutir nécessairement avec ce projet-là. Fait qu'on modifie, on arrive avec un projet qu'on étudie carrément toutes les contraintes, son environnement, puis qu'on dit, OK, avec le bâtiment d'à côté là, les volumes, comment on est capable de s'implanter sur un site, comment on peut bien réagir avec le voisinage, c'est quoi les besoins de la communauté dans ce secteur-là. Fait qu'on est complètement en analyse de tous les volets, mais souvent la réglementation, quand on prend un projet, minutieusement, on regarde tous les détails de l'environnement, particulièrement tout le temps, la réglementation accordera pas dans l'objectif de requalification du site. Parce que la réglementation va cadrer pour prendre large sur un secteur en essayant de voir vraiment la carte sur un grand secteur, on va dire ça ainsi, mais quand on parle de requalification dans des zones déjà existantes, surtout, on parle pour Montréal puis les villages urbains, ben, les requalifications demandent des scrutés à la loupe. C'est pour ça qu'il y a des PIA CCU. Fait on devrait donner des outils supplémentaires pour arriver puis permettre des beaux projets sans être en contrainte, puis voir analyser chaque site exactement pour son besoin et son environnement. Puis actuellement, ben, ce qu'on vit, c'est que, j'en parlais plus tôt, la difficulté qu'on a, c'est que les chiffres, ils fonctionnent plus actuellement. Puis là, on essaye que ça soit pour les maisons, que ça soit pour le prix des loyers. On essaie d'arriver avec de quoi d'abordable, mais c'est impossible parce qu'à tous les niveaux, on est surchargé. Puis en plus, les projets qu'on a à cœur, qu'on veut arriver en transformation, qu'on veut intégrer de la bonne façon, coûte très cher, premièrement, à faire, mais deuxièmement, prend d'énormes délais avant d'être approuvé ou peut-être est carrément cancellé puis ne verra même pas le jour ou va changer 4 fois. Puis c'est là qui est un des enjeux importants. Tu sais, puis je pense que c'est là où on doit avoir
Puis je pense que c'est une collaboration. Hein. C'est à toutes les sphères, on doit tous s'aider vers cette nouvelle, cette innovation-là au niveau du concept d'habitation. Mais un des rôles aussi, je pense, des municipalités là-dedans est d'arriver puis de nous aider dans certains paliers qui est justement les délais d'acceptation, les permis, les traitements, mais aussi si on parle de densifier certaines zones qui avaient avant des cottages, des duplex, des triplex, mais ça va être de ne pas mettre des contraintes, exemple, au niveau d'un ratio de stationnement, au niveau de certaines marges, ça passe par plein de changements. Là. Fait qu'on doit pouvoir prévoir plus de transport en commun, plus de covoiturage, plus de communauto versus le transport indépendant. Si on parle qu'on veut justement densifier certains endroits, mais on a des ratios de 2 véhicules pour un stationnement, pour une unité, bien, ça vient un peu encore de la philosophie de où ce qu'on veut permettre des nouveaux unités, puis aussi une canopée urbaine, moins d'énergie de chaleur, où il y a plusieurs visions. Là, quand on parle que on peut peut-être, au niveau des ruelles, arriver avec des bâtiments accessoires ou simplement arriver avec des nouveaux bâtiments en arrière-cour qui va être pratiquement la ruelle, une nouvelle rue avec une nouvelle adresse. Ça va être un jour un moyen de combler les besoins en construction, en habitation dans le type de Missing Middle House. Bon, on va dire, OK, ben là, oui, notre canopée, oui, le pourcentage d'implantation qui va être en cause au niveau de la réglementation, c'est pour ça que les réglementations sont trop serrées, mais ça va être d'aller chercher du pourcentage en canopée sur les balcons, sur les toits, c'est de trouver des solutions alternatives pour s'assurer de respecter toutes les solutions éco-responsables, mais tout en pouvant optimiser les sites puis bien les transformer. Fait que c'est un mode collaboratif qu'on va devoir trouver des solutions sur les terrains qui restent, puis les endroits sans nécessairement affecter la canopée aussi, là, puis l'éco-responsabilité. C'est pour ça que la réglementation devrait être peut-être plus rigide à ces endroits-là, mais plus lousse au niveau des marges latérales, au niveau des pourcentages d'implantation, au niveau des bâtiments. Laisser peut-être plus de latitude au PIA, CCU sur d'analyser un site en tant que tel directement et moins le cadrer dans une réglementation très stricte. Puis d'optimiser plus vers les toits verts, puis de voir des solutions justement pour optimiser les terrains qui sont présents mais qui sont vraiment manquants. Rapidement, je pense que j'en ai parlé tantôt. Là, on voit aussi un exemple de projet qu'on a développé. D'ailleurs, c'était en collaboration avec ADOC. Là. On avait ici un patrimoine institutionnel qu'on a changé la vocation, qu'on a revu le projet là, pour totaliser 27 unités. Quand on parle des solutions qu'on a, il n'y en a pas plein d'outils. On a les dérogations mineures, puis les PPC-moi. Puis si la réglementation, elle n'a pas été mise en place pour de telles refontes ou de tels changements, de telles transformations, on est pris pour s'orienter vers ces solutions-là, mais ces solutions-là ont des enjeux importants parce que on voit des longs délais, on a beaucoup de frais encourus, de risques aussi. Puis dans un cas comme ça, exemple, ça l'a pris, je pense, 2 PPC-moi. Parce que on a été bloqué, je pense, au premier. Puis le deuxième, je pense qu'il est passé écoute, à 4 votes de ne pas passer. Mais pour une bâtisse abandonnée, qui réellement dans son secteur, c'est un secteur complètement résidentiel. On avait vu justement à faire les reculs au niveau de la mezzanine en haut. On a du 2-3 étages autour. Puis il y avait des distances quand même assez importantes entre les autres voisins. On conservait tous les arbres matures sur le terrain. Tu sais, fait des fois, il y a des projets qui sont analysés justement par des professionnels, par des urbanistes, par les conseillers, par même des citoyens sur les PIA, CCU, mais malgré tout, on va se rendre à la fin, puis après 3 ans, puis ça se peut qu'il ne passera pas, puis le projet, il est bien, puis il s'intègre bien dans son environnement, puis il est raisonnable, puis il n'est pas exagéré. Fait qu'on va arriver à puis les projets, c'est là qui ont de la difficulté à être rentables au final,
après 3 ans à supporter le terrain, à travailler le projet, je pense qu'on a fait 4 versions. Puis c'est correct de faire des versions et de travailler, mais à un moment donné, quand c'est du changement qui ne fait pas de sens avec vraiment sa valorisation, c'est là où, à un moment donné, ben, le proforma ne fonctionne plus, puis malheureusement, mais le projet ne verra pas le jour. Puis c'est quand les projets perdurent puis finissent jamais, ben, c'est là où on arrive puis on a des difficultés au final. Donc, tu sais, là, un peu le résumé de tout ça, là, c'est justement si on peut collaborer à cette vision-là, je pense, puis d'assouplir un petit peu la réglementation pour être capable d'analyser chaque projet différemment dans son environnement, dans son contexte, pour pouvoir aider à répondre à cette crise-là de logement, aux mixités d'usage, puis aussi, tu sais, à densifier, mais dans un type de communauté, nouvelle génération. Tu sais, c'est pas un projet de 300 unités. Il y a juste eux, ces projets-là, qui doivent être pris en type communauté, là. On peut créer des projets de Missing Middle House qui sont justement multigénérations, comme on voit dans beaucoup de pays, comme Bruno disait, puis qui sont de type communauté, mais à petit format. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on doit revoir puis innover dans notre type d'habitation, puis qui va faire aussi changer l'esprit des gens dans leur valeur aussi de concept d'habitation. On n'a pas le choix de se rendre à quelque part de nouveau comme communauté. Puis c'est de travailler tout le monde ensemble un concept puis vers une vision parce qu'on a des enjeux actuellement qui ne s'amélioreront pas. Là. On s'entend là, dans les 2-3 prochaines années, la construction va avoir quand même une importante baisse. Puis dans certains volets, il n'y aura pas plus aussi de disponibilité de terrain, il n'y aura pas plus de possibilités de répondre à la crise de logement qui fait juste empirer. Fait faut répondre là avant qu'il soit trop tard. Fait que c'est sûr que je pense que tout le monde a son rôle. La municipalité aussi elle a son rôle, les entrepreneurs et tout. Puis je pense qu'aussi l'un des facteurs importants qu'on peut amener, c'est, je pense aussi les partenariats publics-privés qui peuvent être très intéressants. Tu sais, je pense que tout le monde a ses enjeux, tout le monde est capable de faire son bout. Mais de passer dans des partenariats, que ça soit aussi par l'aide avec des ONSBL ou des organismes, des partenariats un peu avec du sans but non lucratif. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le gouvernement aussi qui nous aide à arriver avec des loyers abordables, puis arriver à offrir des logements pour tous, puis de plusieurs formats pour répondre vraiment à cette crise-là. Mais ça passe par de l'aide venant de tout le monde, puis un changement aussi de mentalité, puis d'innover avec l'habitation, puis de changer de notre concept traditionnel qu'on avait, puis de voir à ce nouvel esprit-là. Puis je pense que justement, sachant tous les volets économiques actuels qu'on a, qui sont bon, les taux, les prix des matériaux, comme je mentionnais au début, ben je parle pour moi, là, mais on veut offrir des loyers abordables. Là, ça me ferait, ça ferait mon plus grand bonheur. Là, on est à l'écoute de la communauté. Souvent, on est très proche. Chaque projet, on les analyse du mieux qu'on peut pour répondre aux besoins. Mais à la fin de la ligne, si le proforma ne fonctionne pas, je ne serai pas capable de le faire, le projet. Ça reste que c'est ça au final. Là, fait que, Cher Mathieu, est-ce que oui. je peux te demander de clore parce que je voudrais Oui. passer la parole à Annick. Est-ce qu'en quelques mots, je ne veux pas te couper, non, écoute, je pense que j'ai ramené je faisais quelques rappels, là, c'était un résumé un peu de la présentation. Fait que le résumé, c'est que je pense qu'on doit tout le monde collaborer à cette nouvelle vision, puis aller vers un nouveau concept d'habitation versus la traditionnelle. Merci beaucoup. Merci. Puis, on aura assurément la chance de revenir dans l'échange, mais Annick, d'abord, si tu veux ouvrir ton micro, et puis peut-être, Mathieu, arrêter ton partage, ça va peut-être rendre ça plus facile pour Annick, juste au cas où. Ouais. Puis Annick, ce sera à toi, je te laisse. Oui. Mais je te confirme que je t'entends bien. Ça sera pas bien long. Ça y est. Est-ce qu'on voit l'écran? Oui, c'est tout beau pour moi. Merci. D'abord, merci aux présentateurs. Je pense que vous avez vraiment mis la table à ce que je vais présenter, puis je pense que ça va être un très beau complément à ce qui a déjà été dit.
ad hoc architecte, je ne m'attarderai pas parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dans la présentation d'important, puis il y a eu une introduction. Mais essentiellement, c'est pas mal notre créneau de résidentiel. On fait des projets de tout type de résidentiel, tout type d'envergure, plus petit, moyen, plus grande densité. Puis des projets qui sont vraiment uniques au lieu. Fait qu'il y a vraiment une analyse approfondie de la clientèle, du contexte, des contraintes, évidemment, qui rendent que, en fait, tous nos projets deviennent uniques. Petit aperçu assez rapide, donc un éventail de quelques projets tant en cours que construits, de projets dans ce cas-ci de 2-3 étages, milieu urbain, milieu un peu plus rural. On a principalement à Montréal, mais en banlieue également, Gatineau, Québec, comme qui a été mentionné. Puis ça n'est qu'une petite sélection parce qu'on a un peu touché à tout. Un peu plus grande envergure, on parle ici du 4 à 6 étages pour vous donner un aperçu justement de l'éventail que ça peut donner. Puis je pense qu'en fait, j'emprunte un terme à vivre en ville là, que j'ai appris récemment, qui serait la densité désirable. J'adore. En fait, pour montrer que les projets de densité, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise bébite là, qu'il va y avoir dans ma cour. Ça peut être des beaux projets, ça peut être des projets que tu veux avoir chez toi, qui vont participer au milieu de vie, qui vont participer à la valorisation du secteur. C'est un peu ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, puis ce qui a été démontré dans les présentations précédentes également. On l'a abordé, je le répète quand même de façon très rapidement, mais les obstacles à la construction aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs. Marché financier défavorable, je pense que ça a été bien expliqué par Mathieu. Réticence de la population et des municipalités envers la densification, ça touche un peu l'aspect de la densification désirable que je mentionnais. Clairement, une réglementation qui est non adaptée et inflexible. Je pense que c'est le frein principal dans notre domaine, qui engendre conséquemment des délais, des processus d'approbation qui sont très, très longs. Ouvre la porte à des oppositions citoyennes, évidemment. Puis, pour ajouter à tout ça, bien, il y a une fluctuation des demandes imposées aux développeurs. Autrement dit, les surprises en cours de route. Important de le rappeler, de le répéter, on est dans un contexte d'urgence. En ce moment, il y a une diminution inquiétante des mises en chantier. Ça a été mentionné. On est dans une situation de crise du logement. C'est le sujet de l'heure, ça l'est depuis un moment. Puis, bien évidemment, une crise écologique aussi. Puis, on sait que la densification, c'est une clé dans la bonne voie là, pour cet aspect-là. Ça devient d'autant plus important qu'on trouve des solutions pour travailler ensemble, tant les développeurs, les professionnels, les citoyens, les gens à la ville, pour travailler dans le même sens, parce que je pense qu'on a ultimement pas mal tous le même objectif, ou on souhaite. Puis c'est d'offrir des projets de qualité qui sont intégrés à leur contexte, qui participent au milieu de vie du quartier. Mais comme ça a été bien expliqué avant, pour que ces projets-là se construisent, bien, ils doivent correspondre et répondre aux réalités économiques des développeurs puis du contexte actuel. Je m'attarderai un peu plus à la situation de la réglementation et des processus d'approbation qui sont essentiellement pour démontrer en fait concrètement ce à quoi on fait face dans le day-to-day, tous les jours. Puis c'est quoi en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la réglementation est un obstacle à la construction? Fait quelques études de cas, on en avait tellement à choisir, une petite sélection. Un exemple vraiment, vraiment important ici était un projet, en fait 2 projets qu'on a développés parallèlement, assez similaires, mais qu'on a opté pour 2 stratégies bien différentes. La première, en fait, même client, juste pour mise en contexte, même client, même quartier. On avait les mêmes contraintes réglementaires initiaux, mais on a opté pour 2 stratégies parce que le développeur ne pouvait pas amortir les coûts engendrés par des délais ou un projet qui serait figé à la ville. 2 projets figés à la ville. Donc, le premier, on a trouvé une stratégie pour augmenter la quantité de logements qui était prescrite, qui était limitée à 8 logements sur le site, sur un site qui pouvait clairement en offrir plus. Dans les 2 cas, en fait, on était limité à 8 logements. Puis je vais montrer ici, pour réussir à aller chercher un peu plus de logements, en offrir un peu plus, le premier projet, on a opté pour une stratégie de subdiviser le lot en 3 lots distincts.
question d'aller multiplier la quantité de logements total permise. À cause de la superficie de chaque lot, on était limité à 6 par lot ensuite, pour un total de 18. Considérant qu'il y avait un commerce qui a été ajouté, on a pu offrir 17 logements dans ce projet-là, contrairement aux 8 permis initialement. Petite mise en contexte, le projet a démarré en 2021, les deux en fait, puis est aujourd'hui en construction, fin des travaux prévus le mois prochain. Donc, dans plus ou moins un mois, il va y avoir 17 nouveaux logements offerts à la population. Parallèlement à ça, on a déposé en même temps, ou débuté en même temps, un deuxième projet. Même contrainte, 8 logements permis maximum sur le site. Mais au lieu d'opter pour une stratégie de subdivision de l'eau qui engendre des coûts importants, des murs coupe-feu, une multiplication des escaliers d'issue, parce qu'il y a toujours 2 escaliers par lot, qui n'étaient pas au bénéfice du projet, des entrées d'eau multipliées, etc. On a plutôt opté pour aller en PPC-, pour déroger à la quantité d'unités. Il va sans dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse de dire que le projet vient d'être accepté en PPC- pour la quantité de logements. Mais si on considère les délais engendrés pour le permis, en fait, il a été accepté la semaine dernière. Délai pour le permis et construction, on ne peut pas imaginer un projet qui va être livré avant 2025. Donc, on parle ici d'un délai de 4 ans pour un projet qui a commencé en même temps. Puis un fait important à noter, alors que la dérogation était uniquement pour les logements, l'opposition citoyenne, les citoyens se sont plaints principalement pour le verdissement, pour la densité et la hauteur, alors que c'était des facteurs de plein droit. À titre comparatif, on a juste émis un peu les stats de ce qui était proposé versus ce qui était permis au zonage. Puis au final, le projet a proposé plus de verdissement sur le site, plus d'arbres que ce qui était permis évidemment, une plus petite densité et un plus petit taux d'implantation. Personne ne s'est opposé à la quantité de logements. Donc, 2025, potentiellement 32 logements seront offerts à la population. Pour suivre au sujet des consultations citoyennes, c'est une boîte de Pandore. Ça ouvre la possibilité de commenter sur tout aspect d'un projet, même ceux qui ne sont pas dérogatoires. En exemple, ici, un projet qui a été en PPC- pour un changement d'usage, parce qu'il était zoné industriel commercial, puis on a voulu proposer du résidentiel qui était tout à fait approprié pour le développement du secteur. Bien qu'on était dans les hauteurs prescrites, soit 20 mètres, on a demandé un 6 étages, donc un étage supplémentaire de ce qui était permis, tout en restant dans la volumétrie qui était permise. En consultation citoyenne, il y a un groupe de citoyens d'un projet à côté qui s'est opposé au projet, qui a bloqué le projet. Puis, conséquemment, on a dû éliminer un étage de mezzanine au projet et éliminer des logements pour le débloquer. Ceci dit, il est toujours en cours de PPC- et a démarré en 2020. Un exemple de projet moins contexte urbain, donc en banlieue de Montréal. Les limitations dans ce cas-ci a précisé que le développement typique du secteur sont des maisons unifamiliales dans ce contexte-ci, puis le projet proposé était des maisons contiguës. Par contre, il y avait des limitations de quantité de logements contigus. Il était limité à 6, puis on avait une largeur limite également. Puis on était sur un site qui pouvait clairement en recevoir plus, et le développeur voulait en proposer 7. Donc, un supplémentaire. Il a été patient, puis il y a quand même, on a soumis le projet au PPC-. Puis finalement, ça a passé sans trop d'accrochage, mais il y a quand même les délais qui ont été encourus par le promoteur pour au final offrir un projet, en fait, plus de maisons à la population sur un site qui pouvait clairement le recevoir. Donner un petit aperçu, on n'est pas hors d'échelle non plus. Une autre situation assez atypique, je pense que l'illustration ici ou l'élévation démontre bien que c'est un potentiel de densification assez clair. Une brèche dans un secteur où il y a des maisons contiguës, du 2-3 étages. Adossé à une situation très atypique, un bâtiment de 11 étages déjà construit.
qui est bien évidemment dérogatoire en termes de densité, en termes d'auteur et de nombre de logements. La particularité, c'est que le client est propriétaire des 2 sites, donc celui de 11 étages et celui qui est voué être construit. Et ces 2 sites-là partagent le même rôle foncier. Donc, les aspects réglementaires s'appliquent communément aux 2. Donc, par défaut, le nouveau projet est dérogatoire parce que l'existant l'est. Donc, question de construire un projet de plein droit, il y a eu une subdivision ou une proposition de subdiviser, c'est pas encore fait, le rôle foncier en 2. Ce qui fait que le nouveau projet pourrait être de plein droit, éviter les processus de PPC-moi. Par contre, l'ancien projet devient plus dérogatoire qu'il était déjà parce qu'on enlève, on empire sa situation de taux d'implantation en enlevant cette portion de l'eau. Conséquemment, une demande de PPC-moi devrait être déposée pour le projet existant qui est déjà construit. Donc, ça fait juste alourdir la paperasse, alors que je pense qu'il n'y a personne qui pourrait argumenter que c'est une situation assez évidente pour pouvoir offrir, dans ce cas-ci, 10 unités supplémentaires. Un petit aperçu de ce que ça pourrait être si on remplit cette brèche dans la trame urbaine. Toujours en cours, évidemment, d'études auprès de la ville. Même si on a des projets de plein droit, ce qui est le cas de celui-ci, il y a parfois des demandes très déraisonnables. Dans ce cas-ci, un exemple de projet où ce qu'on a densifié en fond de cour. Donc, vous voyez un aperçu de la façade construite. Puis, essentiellement, on a doublé la quantité de logements, mais en fond de cour, le tout organisé autour d'une cour intérieure, qui devient, comme on a voulu le montrer ici, un peu l'élément feature du projet, puis qui apporte à la qualité des logements, un apport de lumière naturelle, puis des espaces juste le fun de rencontre pour les résidents. Il y a eu la ville qui n'a pas interprété un règlement de stationnement de la même façon que nous et qui nous a demandé de rajouter des cases de stationnement dans la cour intérieure. On s'entend que ce n'est pas au bénéfice du projet, puis on parle de 3 cases de stationnement parce qu'il n'en rencontrait pas plus que ça. Puis le promoteur a dû défrayer les frais pour faire des études pour démontrer que ce n'était pas possible. Constructivement aussi, considérant qu'une voiture ne rentre pas dans la porte cochère qui existe. Ou en fait, il faut qu'il ferme ses miroirs. Puis, fait qu'il y a donc une étude qui a carrément été déposée pour démontrer que ça ne fait pas de sens de rajouter des cases de stationnement dans ce cas-ci. Le développeur était même prêt à défrayer les frais pour un fonds de compensation pour éviter les stationnements. Au final, on s'est entendu sur une interprétation qui fait l'affaire de tout le monde. On ne les a pas eus, comme vous pouvez voir dans la photo, mais il y a quand même tous les délais, tous les efforts qui ont été mis de l'avant pour essayer d'éviter cette situation. Il y a clairement beaucoup d'efforts auprès des municipalités à mettre de l'avant pour aider au développement des projets, mais il devient aussi important pour nous, les professionnels, les développeurs, tous ceux qui œuvrent dans le milieu de la construction, de proposer des bons projets à la base. Ça va faciliter l'acceptabilité, puis la réception des projets, la compréhension, réduire les délais, etc. On a développé au cours des années quelques recettes ou quelques ingrédients pour un bon projet, puis on aimerait ça vous en partager un petit peu. Et Annick, je sais que ça risque d'être un tout petit peu précipité, mais pour se garder quelques minutes pour discuter, est-ce que ça te va si en 1 ou 2 minutes, tu nous présentes les quelques éléments ou les quelques ingrédients qui suivent? Je vais tenter. Je fais l'effort. Merci. La première, hyper importante, puis on a quand même abordé la collaboration avec la ville dès les premières prémices du projet. Il ne faut pas arriver devant le fait accompli et soumettre un projet, surtout sachant qu'il serait surtout s'il est dérogatoire. C'est important de communiquer avec la ville. Ça nous permet de prendre le pouls, d'introduire dès le début des commentaires au bénéfice du projet, des délais et de tout le monde. C'était un exemple de projet qui a bénéficié et que les délais ont été coupés facilement de moitié parce qu'on a réussi à avoir les commentaires de la ville dès le début. Une analyse approfondie de la clientèle du secteur, super important. Ça va participer au milieu de vie, ça va créer des projets uniques. Puis tout ça, il faut pouvoir le démontrer à la ville. On a beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, mais si on n'est pas là pour le présenter, le projet, il faut que ça soit clair, il faut être capable de le communiquer.
les cartes, les schémas, les textes, les analyses sont hyper importantes à communiquer. Dans ce cas-ci, c'est un projet voué à des étudiants. Fait que, puis, on sait que les étudiants carburent au café, donc il y a un commerce du café au rez-de-chaussée, des espaces gradins qui ont été proposés pour encourager les moments de rencontre, puis évidemment une architecture assez singulière, jeune, avec de hautes valeurs environnementales qui sont importantes également pour les étudiants. Analyse du cadre bâti, super important. On s'insère dans un contexte, dans un cadre bâti qui est existant. Il faut être capable de le démontrer également, de réussir à s'aligner avec l'échelle du quartier, avec le parcellaire, avec les retraits, les fonds de rue. Également, il faut réussir à le démontrer, il faut pouvoir segmenter, décaler. Bien qu'on propose plus de densification, il faut qu'on puisse s'arrimer avec l'échelle qui est quand même existante. Dans ce cas-ci, il y avait une étude colorimétrique approfondie qui a été faite pour pouvoir proposer une identité propre à chaque morceau du bâtiment qui était propre à cette situation d'insertion-là. Définition des espaces publics. Je pense que Bruno, chez Boone, on a une même approche par rapport à ces enjeux-là. Beaucoup d'espaces publics, beaucoup de cours intérieurs. Si c'est pas propre à ce projet-là, ben, il y a des coursives, il y a des espaces au toit, des cours avant, des cours arrière. Ça devient d'autant plus important pour la qualité des logements, la ventilation, la lumière, etc. Je pense que le dernier point, oui, puis je l'ai mentionné un peu, fait que je ne m'y attendrai pas, une bonne communication. Il faut être capable de communiquer nos intentions pour éviter qu'on reçoive les questions par après puis qu'on se lance la balle essentiellement. Fait que, extrêmement important, la qualité visuelle des documents. Il ne faut pas lésiner, il faut mettre l'effort nécessaire. Ça couvre. Merci Annick. Tu peux arrêter le partage d'écran. Merci à tous les trois en fait. Merci Bruno, merci Mathieu, merci Annick. Je saute tout de suite avec une question qu'on a reçue dans l'outil Converser pendant qu'on discutait. Est-ce que vous êtes familier avec les modifications récentes qui ont été apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme? Puis est-ce que, ben, si oui, là, sinon il n'y a pas de souci avec ça, mais est-ce que oui, vous pensez que il y a des éléments qui vont aider à la réalisation des projets de densification comme ceux que vous avez présentés, par exemple, soit les éléments qui touchaient les approbations référendaires ou peut-être d'autres éléments que vous avez suivis avec attention. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui voulait commenter. On a quand même une partie du public qui est dans le technique un peu, puis si vous n'avez pas sur le bout des doigts quelque chose à partager, c'est correct aussi. Là, j'étais curieuse parce que je trouvais qu'on avait parlé beaucoup de certains enjeux qui nous retenaient. Mais peut-être aussi pour faire le pont avec un des derniers éléments que tu mentionnais, Annick, moi, ça m'habite beaucoup cette question-là sur la densité désirable, puis la bonne communication, comment on communique sur les projets. Puis tous les trois, là, vous avez évoqué certains éléments qui rendent cette densification moyenne-là désirable pour les gens. Mais est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui peut contribuer à faire évoluer la culture puis les aspirations résidentielles pour que justement, là, comme Ali le disait au début, on passe de cette perception où on se dit, ben, il n'y en a pas, à commencer à travailler sur la perception que ben, c'est dans nos esprits qu'il faut qu'il y en ait plus puis que ce soit ce qu'on désire. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut se lancer par rapport à ces éléments-là? Bruno? Ben, ça va être cliché, mais c'est sûr qu'il faut proposer des espaces de qualité pour que les gens adhèrent à ça. Puis pour réfléchir à ça veut dire quoi habiter dans plus de densité, donner des communautés pour que les familles puissent fonctionner, qu'il y a des rangements à vélo, qu'il y a des cours, qu'il y a des places pour jardiner, malgré qu'ils soient en communauté puis qu'ils partagent peut-être leurs espaces communs avec 8, 10, 12, 15 autres ménages. Il faut créer ces espaces-là pour que les gens puissent retrouver une qualité de vie puis avoir les bénéfices justement de la densité, de la proximité des services, tout ça. Et aussi se départir de la propriété intellectuelle, propriété individuelle de la voiture aussi. Pardon, ça vient avec tout ça, la densité, puis les enjeux de stationnement dont on parlait. C'est malheureux, mais tous les projets qu'on fait sont toujours limités ou contraints par les stationnements
et la gestion des ordures. Bon, on n'a pas parlé parce qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans, mais il faut comme le gérer à chacun des projets, puis c'est des fois malheureusement un obstacle aussi. Fait que, tu sais, il faut vraiment y aller avec des projets de qualité pour susciter l'adhésion des gens, puis qu'ils s'habituent, puis qu'ils apprécient, puis que finalement les promoteurs s'habituent à en faire plus des projets de qualité parce que les gens en demandent. Je pense que c'est ça la clé. Annick, Mathieu, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Annick? Ça Mathieu ensuite. Ça répondait assez bien, mais je pense qu'on est un peu dans une situation de l'œuf avant la poule ou l'œuf poule œuf. Faut en faire des projets de qualité pour que les gens s'habituent, pour que ça devienne partie de la normalité, pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre quand il y en a un qui est proposé à côté de chez nous, par exemple, ou dans le secteur. Fait que c'est un projet de longue haleine, là, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faut nous aider à pouvoir les faire, ces projets de qualité-là, pour que graduellement, on améliore la réceptivité. Mathieu? Ben, je partage les mêmes opinions là, que Bruno et Annick. Là. Je pense justement que ça passe par, si on veut changer les habitudes, puis les façons de penser, puis les besoins, des fois que les gens croient avoir, il faut les faire, ces projets-là innovants, il faut les construire, il faut les créer. Puis c'est par ces projets-là qu'ils vont être porteurs, ils vont passer des messages, les gens vont le vivre, vont le véhiculer, la sensibilité va se faire envers cette innovation-là. Donc, les habitudes vont changer par la suite. On ne peut pas changer les habitudes maintenant avant même qu'on aille amener les concepts en place ou qu'ils aient été bâtis. Je pense que c'est en le vivant que ces façons de penser-là vont changer, là. Puis ils vont innover directement vers d'autres besoins. Puis réaliser, comme on parle juste de la voiture, c'est quand même assez rapidement, il faut que le monde comprenne que le transport en commun doit être justement optimisé, le covoiturage, puis justement les commerces de proximité, qu'il y en ait plus, mais pour qu'il y ait plus de commerces de proximité, il faut qu'il y ait plus de densité, parce que les commerces de proximité vont avoir de la misère à survivre si économiquement parlant, ils n'ont pas assez de gens pour aller à leur commerce. Donc, ça va avec toute cette mobilisation-là, vient avec débuter des projets qui vont être porteurs. Là. Puis tous les trois, là, dans ce que vous évoquez, il y a de différentes façons, puis sous différents vocabulaires, là, mais il y a la notion de cette localisation-là. Puis le bon projet, il est proche de quoi d'autre? Puis quelles sont les synergies entre ce projet-là, les axes de transport en commun structurants, réseau de transport actif, les autres usages, les commerces, tout ça. J'imagine que en fait, j'y vais avec mon énoncé, puis j'aimerais vous entendre sur la réaction, mais vous avez aussi parlé un peu de leadership municipal, puis de qui porte ce message-là. J'imagine que c'est pas juste sur vos épaules, même si les démonstrations que vous faites sont super parlantes, entre autres pour les urbanistes dans la salle ou les gens qui ont une certaine connaissance déjà de ce qui se passe dans le milieu urbanistique, dans l'aménagement. Mais pour aller transmettre ça dans la population ou entamer le dialogue ou la collaboration, comment vous voyez ça, ce partage-là avec le leadership municipal, de qui défend ces grandes idées-là? Comment vous contribuez à cette discussion-là? J'imagine que c'est partagé, là, c'est ça mon énoncé. Est-ce que c'est partagé, ce poids-là, d'aller mettre ces idées-là dans l'espace public, finalement? C'est sûr que c'est partagé, là, ça vient quand même d'opinions, on va dire, de chacun aussi, là, puis versus des études, versus des directions municipales qui sont prises. Fait qu'on on a bien beau avoir tous les plus beaux projets dans nos têtes à vouloir développer ou à changer une certaine façon de faire les concepts ou répondre à des besoins qui sont criants, mais si en même temps la volonté de tous que ça passe par le municipal, mais que ça passe aussi par la communauté, tu sais, faut qu'ils soient prêts à accepter puis à avoir ce changement-là. Si en même temps un certain secteur ou on va dire la ville n'est pas prête juste avec sa communauté à vivre ce changement-là, ça fonctionnera pas. Même chose pour la municipalité, si c'est pas la direction qu'ils veulent prendre, le changement ne sera pas fait, même si on veut plein de grandes choses. Il faut qu'on réussisse à être une table de... une des solutions qui pourrait être, c'est quand on passe par les refontes de règlements, que les promoteurs des régions puissent être sur ces tables-là pour sortir des idées. Tu sais, ça, je pense qu'il y a déjà des villes qui le font, où quand ils sont à revoir le règlement, ils font la consultation citoyenne, mais c'est aussi de faire de la consultation au niveau des promoteurs.
qu'est-ce qu'ils voient, c'est quoi leur vision, puis ça passe par ceux-là de la région, ceux qui viennent de là, qui ont à cœur la ville, qui vont être les plus souvent impliqués dans la ville puis dans la construction, ben d'aller chercher la voix de tous un petit peu, puis pour justement arriver à mettre en place une réglementation qui est innovante, qui est différente. Annick, oh, ben allez, je te laisse, puis après ça, Annick et Bruno. Ton micro, allez. Je m'excuse, ça nous arrive tous et toutes. Vas-y. Mais oui, je ne serai pas trop longue, je vais quand même laisser plus la place à nos invités, mais tu sais, par rapport à la question de la LAU, puis aussi par rapport à qui porte ce leadership-là, tu sais, d'ouvrir le dialogue, puis de prouver, entre guillemets, que la densification est pertinente, puis elle se passe au bon endroit. Tu sais, c'est sûr que la municipalité, elle a son rôle à jouer, puis on le voit de plus en plus, mais il y a des milieux où c'est pas rendu là, tu sais, clairement. Il y a un leadership à prendre du côté de la municipalité parce que on l'a vu dans différents projets, ce sont les promoteurs qui présentent les projets et qui doivent dire c'est pertinent de densifier ici. Alors que normalement, ce sont les villes qui sont responsables du bien-être collectif puis du bon développement de leur municipalité, tu sais. Fait que pour venir répondre un peu à cette question de la LAU, ça va être quoi les nouvelles... excusez, là, je suis un petit peu fatiguée. Par rapport à nouvelles exemptions, par rapport aux demandes d'approbation référendaire, si les municipalités jouent un rôle de leadership et qu'elles expliquent et qu'elles changent elles-mêmes le règlement, qu'elles-mêmes adoptent les règlements qui vont leur permettre de se soustraire à des processus référendaires parce que ce n'est pas toujours automatique, tu sais, faut que ça soit un pas qui est fait par les municipalités à l'avant-plan, je pense. Puis aussi, c'est quand elles refont leur refonte, comme tu l'as dit, Mathieu, elles permettent de plein droit, en fait, plus de projets, tu sais, peut-être avec des PIA que, oui, il y a une marge de négociation, mais un PIA, il n'y a pas de référendum possible après ça, tu sais, c'est la municipalité qui décide. Fait qu'il y a aussi un choix à faire par le milieu municipal, les outils qui vont privilégier, puis qu'est-ce qui vont permettre de plein droit versus qu'est-ce qu'ils vont négocier, tu sais. Bon, j'ai dit plein d'affaires. Je ne sais pas si c'est plus mêlant ou aidant, mais peut-être que ça contribuera quand même à vos réflexions. Là, puis je pense que c'est complémentaire. Annick, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je rebondis là-dessus. Ben, c'est clairement un travail de collaboration. Je pense qu'on a toute l'expérience terrain pour savoir, tant les municipalités, développeurs, professionnels, pour savoir ce qui accroche généralement. On connaît nos secteurs respectifs. La municipalité connaît sa municipalité. Si on fait un projet dans cet endroit-là, on a fait notre due diligence, puis on connaît le secteur. On sait ce qui accroche. Mais nous, en tant que professionnels développeurs, on a moins de pouvoir décisionnel pour changer les règlements, pour le faire. Donc, on ne peut que recommander, influencer, partager. Après, ben, effectivement, là, il faut... j'en ai plein de suggestions, puis il y en a peut-être autour de la table. Limiter les quantités de logements sur un lot, ça ne fait pas de sens dans un contexte de densification puis de crise du logement. Ça devrait être une abolition, un allègement au minimum, une certaine flexibilité ou voire même une abolition de cette limite-là. Le pouvoir décisionnel des citoyens, peut-être pas idéal dans un contexte non plus. Sous forme de recommandation, je pense que les développeurs, les constructeurs sont sensibles aux questions d'intégration, les recommandations. En fait, on travaille avec beaucoup de développeurs dans le cas qui font des consultations citoyennes initiées d'eux-mêmes, qui ne sont même pas exigées par la ville. Question d'avoir le pouls des citoyens pour avoir un projet qui intègre ces commentaires-là, qui intègre le knowledge des citoyens. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un pouvoir décisionnel pour stopper un projet, alors que c'est les professionnels de la municipalité qui devraient conserver ce pouvoir-là. Par exemple, là, on peut continuer longtemps, mais c'est les municipalités qui ont ce pouvoir-là de changement au niveau de la réglementation. On ne peut que les accompagner dans notre cas. Et Bruno, tantôt, tu avais ouvert ton micro. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je vais juste ajouter une, mettons, réflexion complémentaire à tout ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit, effectivement, est super intéressant et pertinent, mais je trouve qu'on n'a pas le luxe, comme société, d'ignorer encore longtemps quel est le coût de l'étalement urbain. T'sais. Puis, pour moi, la taxation est problématique. T'sais. Fait qu'il faut faire réaliser aux gens que quand tu as un étalement urbain puis que tu as ton bungalow, tout ça, ben, ça a un coût collectif qui est immense. Puis là, pour l'instant, il y a personne qui le réalise. T'sais. Puis c'est un coût monétaire, c'est un coût environnemental. Fait qu'il faut trouver une façon de communiquer ça pour que justement on puisse avantager
la densification douce parce que c'est une possibilité, c'est une façon de réduire notre impact environnemental et notre coût comme société d'habiter tous ensemble en ville. Puis sachant que c'est un gros défi, justement, là, de faire percoler cette idée-là, de rester dans la collaboration, mais en même temps de faire arriver des projets. Puis vous pourrez peut-être le prendre comme un mot de la fin, mais est-ce que vous avez une demande de votre point de vue à vous, de gens qui fêtent ou qui rendaient possible des projets, une demande à formuler ou quelque chose dont vous auriez besoin pour être capable de mener à terme ce genre de projet-là? Vous pouvez piger là, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais ça sera un peu peut-être là, le mot de la fin pour chacune. Je peux reformuler ma question. Là. Des fois, moi aussi, je me perds dans mes notes. Annick, vas-y. Je parle pour peut-être le contexte qui nous touche un peu plus, nous, en tant qu'architectes, mais on a vraiment des limitations à la créativité. C'est-à-dire, on fait un effort pour trouver le potentiel d'un site qui est donné, puis un potentiel qui est raisonnable et approprié pour le site, qui n'est pas dans l'exagération, mais il y a clairement des limitations, puis qu'au final, réglementaires notamment, là, comme on a abordé, là, au final, pas tout le monde qui a la patience d'aller jusqu'au bout, fait qu'on finit par produire des projets qui sont pas à la hauteur de ce qui pourrait être, pas à la hauteur du potentiel du site. Puis c'est désolant. Donc, il faut vraiment adresser les limitations en question. On parle clairement de la réglementation. Faut regarder en profondeur un allègement quelconque, une certaine flexibilité du moins, mais de façon assez importante parce que c'est vraiment ce qui brime, je pense, dans notre cas, d'offrir des projets de qualité ou en fait à la hauteur, parce que somme toute, il va toujours avoir des projets de qualité, mais pas à la hauteur de ce qui pourrait être. Moi, j'irais plus dans notre responsabilité collective, les délais, dans mon cas, qui ont été présents à cause de changements réglementaires, à cause de toutes sortes de choses. Ça a pour moi saboté plusieurs projets dans mon parcours. Tu sais, des projets qui étaient ficelés avec des budgets X, puis là, les coûts explosent, puis là, les projets marchent plus, la coopérative est plus capable de développer le projet. Tu sais, pour moi, c'est des risques qui sont importants, puis tu sais, les enveloppes budgétaires pour financer le logement social, ils suivent pas, clairement pas. Tu sais, ils ont été bloqués, figés pendant tellement d'années. Ça a créé d'immenses dommages. Fait que, tu sais, ça va prendre plus de flexibilité dans le logement social, en tout cas pour le financement, parce que on y arrivera pas aux objectifs qu'on a de nombre de logements supplémentaires. Fait que ça, c'est un gros élément aussi. Là. Merci Bruno. Mathieu, quelques mots en clôture? Ouais, ben moi, je vais prendre toutes les problématiques de tout le monde, je vais toutes les mettre ensemble. Évidemment, ces délais-là font que ces délais-là, puis toutes ces modifications-là font que ça coûte plus cher parce qu'il faut soutenir aussi le terrain pendant ce temps-là. Donc, les intérêts, limite, ça, c'est de nos problèmes à nous autres de notre côté, mais ça, ces frais-là augmentent. Ce qui font qu'à la fin de la ligne, tout ce temps-là, toutes ces modifications-là font que ça coûte plus cher à la fin de la ligne de le prix locatif ou le prix de la maison, le prix du condo en tant que tel. Donc, à la fin, tous ces frais-là font que le prix a augmenté. Fait que, tu sais, on veut que ça soit plus abordable, mais tous ces délais-là font que ça nous amène qu'on n'a pas le choix au final parce qu'on a quand même un ratio à respecter au niveau de nos proformas. Puis après ça aussi, pendant ce délai-là, le projet, il change sous plein de volets. Fait qu'on parle au niveau architecture. On se fait demander, tu sais, beaucoup de choses. C'est correct de faire des beaux projets. Moi, je suis un des premiers à comprendre que la collaboration architecture, ça vient à tous les niveaux, puis qu'un projet est beau quand tout le monde a sa vision dedans. Mais des fois, il y a des choses qui ne font pas de sens, qui ne fonctionnent pas, qu'on est obligé de mettre, ou l'aspect où on doit réduire la densité en tant que telle du site qui serait le plus optimal, sans exagération, comme Annick disait tantôt, que par moment, c'est considéré, même l'analyse de la ville au niveau des urbanistes, ça fait du sens au niveau du secteur. Fait que là, en faisant réduire le nombre d'unités simplement pour le réduire, même s'il est bien recevable sous des réglementations qui sont en place et que tout est beau, mais ça aussi, ça va réduire et augmenter notre coût au final. Notre proforma va être affecté. Fait que
toutes les étapes qu'on passe nous font aussi amener à un niveau où ça coûte plus cher au final, puis que c'est dur de faire des projets, puis qu'on arrive avec des prix qui sont moins abordables, qui sont plus élevés, quand la seule chose qu'on veut, c'est justement offrir ce type de logement-là qui est plus abordable, vendre des maisons qui sont plus abordables pour les familles, faire une différence, puis de la bonne façon. Fait qu'on est pris aussi dans cet engrenage-là de tous les facteurs, de tous les professionnels, des municipalités, des citoyens. On est pris dedans, puis à la fin de la ligne, ça donne les résultats actuellement qui créent une crise, là. Merci. Merci Mathieu. Merci Annick. Merci Bruno. Je vais joindre ma voix à tous ceux qui nous écrivent dans le chat pour dire combien ils ont trouvé ça énormément pertinent, concret. Très intéressant les présentations d'aujourd'hui. Merci Ali également. Merci Christian au tout début. Je vais y aller de quelques très brefs mots de fin, là, mais les présentations seront bel et bien envoyées par courriel à ceux qui étaient inscrits. Puis l'enregistrement sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube et sur Carrefour. Pour ceux et celles qui sont encore avec nous dans l'outil Converser, vous allez voir passer. Là, Vivre-en-Ville est quand même très fier d'avoir lancé récemment Carrefour, là, sa nouvelle plateforme où tous les contenus se retrouvent. Puis vous pouvez entre autres aller lire certaines choses sur le Missing Middle Housing dès maintenant, mais aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, il y aura de nouveaux ajouts qui seront faits. Puis restez à l'écoute. Là, il y a de prochains événements de Vivre-en-Ville, entre autres le 30 novembre, un webinaire sur les liens entre l'habitation de densité moyenne et le maintien à domicile des personnes âgées. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore à nos panélistes et puis à une prochaine fois.